Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 25 mars, je vous propose de nous rendre tout d'abord au Japon, où les habitants de Tokyo ont commémoré la semaine dernière les 30 ans de l'attaque au gaz sarin du métro de Tokyo, un traumatisme qui reste encore très présent aujourd'hui. Nous irons ensuite en Papouasie-Nouvelle-Guinée et plus particulièrement à Bougainville, qui se prépare en vue de son accès à l'indépendance en planifiant l'exploitation de ses ressources minières. On évoquera aussi un rapport de l'ONU qui indique une baisse du nombre de transfuges nord-coréens suite à un resserrement du contrôle sur place par les autorités. Et enfin, nous finirons notre petit tour de l'Asie-Pacifique en Indonésie, où le gouvernement de la province de Bali, dont l'économie dépend du tourisme, a édicté de nouvelles règles à l'attention des touristes étrangers après une série d'incidents. C'est un triste anniversaire que le Japon a commémoré jeudi dernier, date qui marquait les 30 ans de l'attaque au gaz sarin perpétrée par la secte Aum dans le métro de Tokyo en 1995. Une tragédie qui avait tué 14 personnes et fait plus de 6000 blessés, intoxiqués par ce gaz contenant des substances neurotoxiques très virulentes. Ce jour-là, à une heure de pointe, les membres de la secte Aum Shinrikyo avaient répandu du gaz sarin dans 5 wagons du métro près de la station Kasumi-Gaseki, où a été observée la semaine dernière une minute de silence en mémoire aux victimes. Étaient également présents lors de la commémoration des victimes et des proches, mais aussi les membres d'une association de soutien aux victimes, le Recovery Support Center, dont le dirigeant a indiqué que 1/4 des victimes qui avaient survécu à l'attaque terroriste souffraient encore aujourd'hui de symptômes post-traumatiques. La secte Aum Shinrikyo était une secte d'inspiration bouddhiste avec des emprunts à l'hindouisme, à l'apocalypse ou encore au New Age. Elle revendiquait presque 10 000 membres au Japon et entre 35 000 et 40 000 adeptes en Russie avant les attentats de 1995. Elle a depuis changé de nom pour Aleph et comptait 1310 membres en 2021, tandis que certains adeptes ont quitté le groupe en 2017 pour former une autre secte du nom de Hikari no Wa. Les organisations continuent aujourd'hui de faire parler d'elles en raison de pratiques de recrutement douteuses et d'extorsion de fidèles, mais aussi avec une attaque à la voiture bélier commise en 2019 à Tokyo par un sympathisant de la secte, une attaque qui avait visiblement pour but de venger la mort des dirigeants de la secte et qui a fait 9 blessés. Car l'ex-gourou de la secte, Shoko Asahara, de son vrai nom Chizuo Matsumoto, a été exécuté par pendaison en 2018 avec 12 autres piliers de la secte Aum, après de longues années d'enquêtes et de procès, puisque la secte a aussi été impliquée dans de nombreux meurtres, enlèvements et autres crimes dans les années 80 et 90. Les 2 groupes héritiers de la secte Aum font aujourd'hui l'objet d'une surveillance étroite des autorités, avec un ordre de surveillance renouvelé tous les 3 ans depuis l'an 2000. Le gouvernement autonome de Bougainville a annoncé que plus de 250 propriétaires terriens de 8 clans différents avaient signé mercredi dernier un accord en vue de permettre l'exploitation minière dans la zone de Taonita-Teop, dans le nord-ouest de l'île de Bougainville. Cet accord, qui concerne l'accès à la terre et les compensations financières des propriétaires, est rendu nécessaire par la loi sur l'exploitation minière de Bougainville de 2015 pour pouvoir entrer sur les terrains concernés. Des travaux sont déjà en cours pour héberger les bureaux et les dortoirs de ce projet qui a obtenu le numéro de licence EL08 et qui est mené par la Bougainville Minerals Investments Pty Ltd. Il faut savoir que l'île de Bougainville est riche en ressources minières et compte sur ces ressources pour assurer en partie son indépendance économique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en vue de son futur accès à l'indépendance. C'est sur l'île de Bougainville que se trouve par exemple la mine de Panguna, une des plus grandes réserves de cuivre au monde, dont l'exploitation a toutefois cessé en 1989 suite à la guerre civile.
On rappelle que les habitants de Bougainville ont voté en 2019 à 97,7% pour l'indépendance de Bougainville, qui dispose actuellement de statut de région autonome en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et que le forum de consultation des dirigeants sur l'indépendance de Bougainville ont récemment fixé la date de l'indépendance au 1er septembre 2027. Mais la recommandation de cette date a été annoncée avant que les dirigeants de Bougainville et du gouvernement central de Papouasie-Nouvelle-Guinée ne se rencontrent la semaine dernière pour des négociations au cours desquelles le gouvernement central de Port Moresby et le gouvernement de Bougainville ont exprimé leur désaccord concernant notamment la majorité requise pour adopter ce texte. Le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, a aussi déclaré que Bougainville n'était pas encore prêt, que ce soit en matière de finances et d'économie, de gouvernement, de services publics ou encore d'éducation, pour accéder à l'indépendance. Plusieurs négociations doivent encore se tenir dans le futur entre les deux dirigeants, avec pour médiateur l'ex-gouverneur général de Nouvelle-Zélande, Sir Jerry Mataparae, un dirigeant militaire expérimenté qui a notamment dirigé une mission internationale de maintien de la paix à Bougainville en 1998 et également aidé à la transition administrative du Timor oriental avant son accès à l'indépendance en 2002. Un récent rapport présenté au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU indique que 181 transfuges nord-coréens, à savoir 159 femmes et 22 hommes, ont réussi à gagner la Corée du Sud après avoir fui leur pays entre janvier et septembre 2024. C'est un peu moins que les 196 arrivés en Corée du Sud en 2023, mais surtout beaucoup moins que les 1047 arrivés en 2019 avant la pandémie de Covid-19. Le rapport estime que cette nouvelle baisse peut s'expliquer par un contrôle plus strict de la population nord-coréenne, et ce malgré la réouverture partielle de la frontière avec la Chine, qui avait été fermée pendant la pandémie de Covid-19. Le rapport note aussi un changement de profil des transfuges avec, au cours des dernières années, davantage de travailleurs nord-coréens envoyés à l'étranger pour travailler et ramener des devises étrangères en Corée du Nord, alors qu'on comptait auparavant de nombreuses femmes victimes de trafic humain. Notons que Pyongyang a suspendu début mars le tourisme international sur le sol nord-coréen, moins d'1 mois après sa réouverture. Là aussi, c'est une mesure qui datait de la pandémie de Covid-19. Le rapport fait également état de différentes violations des droits de l'homme dans les centres de détention du pays, de pénuries récurrentes de nourriture et d'un contrôle idéologique entretenu par des exécutions publiques. Et ce sont, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, environ 11,8 millions de personnes qui souffriraient de malnutrition en Corée du Nord. Le média américain en ligne Radio Free Asia a d'ailleurs révélé récemment que des soldats nord-coréens envoyés sur le front russo-ukrainien en venaient à vendre une partie de leurs équipements pour acheter de la nourriture, tout en demandant à leurs familles de leur envoyer davantage de victuailles pour faire face à l'insuffisance des rations sur place. Vous pouvez retrouver sur le site internet du service français de RTI et en lien avec l'article de cette revue Asie-Pacifique, les liens de l'interview d'une transfuge nord-coréenne qui vit désormais en Corée du Sud et qui a raconté en fin d'année dernière sur notre antenne son évasion et les conditions de vie en Corée du Nord. En Indonésie, le gouvernement provincial de Bali a publié une circulaire contenant de nouvelles règles visant les touristes étrangers. L'agence de presse locale Antara News a relayé les propos du gouvernement de Bali, Wayan Koster, qui a déclaré que les nouvelles règles listaient les obligations, interdictions et sanctions liées au respect de la sainteté des temples, des statues et des icônes religieuses, mais aussi le respect des coutumes, des traditions et de la culture locale lors des cérémonies et des processions. Les règles concernent aussi l'habillement et mentionnent que les touristes doivent porter des habits modestes et appropriés, en particulier lors de visites de sites sacrés, d'attractions touristiques ainsi que dans les lieux publics. Il est aussi fait mention du respect du code de la route indonésien, de l'interdiction de pénétrer dans certaines sections des temples sauf pour y prier, ou encore de celle de grimper sur des arbres sacrés, mais aussi l'obligation d'avoir un guide homologué pour visiter certains sites touristiques. Ces nouvelles règles actualisées interviennent après plusieurs années marquées par une série d'incidents impliquant des touristes irrespectueux, profanant parfois des sites sacrés. En novembre dernier, par exemple, une touriste allemande s'était illustrée en se déshabillant dans un temple pendant une cérémonie, tandis qu'une influenceuse russe avait posté une photo d'elle nue sur un arbre sacré avant d'être expulsée en mai 2022.
On peut également citer un incident survenu en 2021 lorsqu'une actrice porno russe avait filmé une vidéo de ses ébats sexuels avec son petit ami sur le mont Batur, un site considéré comme sacré pour la population locale. Autant d'incidents qui reflètent le dilemme de l'île de Bali, où le secteur du tourisme représente 60% du PIB local, mais qui peinent à enrayer les mauvais comportements de touristes parfois peu soucieux des coutumes locales. Pourtant, le Bureau du tourisme de Bali veut encore augmenter le nombre de touristes étrangers à Bali et a récemment fixé un objectif de 6,5 millions d'arrivées de touristes étrangers pour 2025 ou de 7 millions en comptant les touristes étrangers arrivant par bateau ou via des vols domestiques depuis d'autres destinations dans l'archipel indonésien. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.